Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. $1 américain vaut 2187,0404 francs congolais. 1 euro équivaut à 2551,1120 francs congolais. 1 franc CFA égale à 3,8891 francs congolais et 1 rand sud-africain vaut 133,3237 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2295 francs congolais, 1 euro équivaut à 2313 francs congolais et 1 franc CFA égale à 3,7 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des principales matières d'exportation. La tonne du cuivre a enregistré une baisse. Elle coûte $13 059 américains contre $13 310 américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a baissé. Il est à $56 300 américains contre $57 400 américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de $4 837,36 américains contre $4 636,19 américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à $60,73 américains contre $60,30 américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao a encore enregistré une baisse. Elle est vendue à partir de $4 648 américains contre $5 224 américains il y a une semaine. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC regorge d'immenses ressources minières, mais leur gestion soulève encore de nombreuses questions. Gouvernance, transparence, sécurité juridique. Au cœur de ce dispositif se trouve le cadastre minier. On en parle avec son directeur général qui va également évoquer le rôle, la mission de ce service. Il va également parler des perspectives au regard du partenariat stratégique signé le 4 décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Monsieur Popol Mabolia, bonjour. Bonjour. Dites-nous, c'est quoi le cadastre minier? Le cadastre minier est un service de l'État qui s'occupe de l'octroi des titres miniers de carrière. Nous avons donc la gestion du domaine minier, entre autres, et une activité, c'est les cessions, les amodiations, les hypothèques, tout ça passe par le cadastre minier. Donc le cadastre minier est au cœur du dispositif de ce secteur en RDC. C'est la porte d'entrée. Si vous voulez rentrer dans le secteur minier, vous devez demander des permis et ça passe par chez nous. Et donc, plusieurs critiques, le cadastre minier bloque, le cadastre minier arrache, le cadastre minier, finalement, vous êtes au four moulin. Non, c'est tout simplement quand on ne respecte pas la loi, il faut l'appliquer. Donc, nous avons commencé par faire un assainissement du fichier cadastral et on a pu constater que beaucoup n'étaient pas en règle. Et donc, il faut rappeler les gens en règle. Par exemple, les titres miniers qui étaient accordés ne devaient pas être accordés à des individus, mais plutôt à des personnes morales ou sociétés. Et il y en avait beaucoup qui étaient encore dans cette situation qui n'avaient pas changé. Ceux-là, ils ont donc été radiés. Lorsque vous ne payez pas vos droits superficiaires à temps, c'est un autre problème. Lorsque vous ne parlez pas avec les communautés locales au moment que vous avez obtenu le permis, ça c'est aussi un défaut pour lesquels vous pouvez avoir la sanction de voir votre permis être retiré. Mais aussi, il y a aussi des expériences naturelles, hein, c'est-à-dire que vous avez pendant 5 ans, 10 ans,
Quand la période est, bon, ça s'éteint, votre permis. Ce sont tous des éléments qui contribuent à cette situation. Il y a des retraits de permis. On n'arrache pas. C'est-à-dire que c'est de par la loi qu'on applique tout simplement et la conséquence, elle est là si vous ne la respectez pas. Donc, si aujourd'hui le secteur minier, parfois on l'accuse d'être opaque, c'est aussi du fait du cadastre minier. Non, au contraire, nous ne sommes pas opaques parce que nous sommes un des services pour lequel toute l'activité est faite de manière digitale. Notre système est digitalisé. Vous rentrez dans notre site cami.cd, vous pouvez accéder à l'information. Vous voyez le permis qui est là, la matière, la période d'expiration, tout est là. Donc il n'y a rien qui est fait de manière, autre que celle qui doit être suivie par le chemin normal. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, la transparence, elle est là. Est-ce que vous avez la cartographie minière de la RDC? Bon, on a la cartographie sur papier, oui, on a ce qu'on appelle la carte de retombe, mais il y a toujours une autre carte qu'il faut avoir, c'est la carte géologique, et celle-là, elle est beaucoup plus dans le service géologique national du Congo, avec lequel service que nous collaborons. Donc les cartes minières sont présentes, la dernière date de plus ou moins 40, mais nous avons une carte avec tous les permis que nous avons donnés, c'est en ligne et vous pouvez voir ça, le nombre de permis qu'on a donnés et leur situation. Combien de permis déjà délivrés? 3800, 3500, quelque chose comme ça. L'année passée. Cette année, on a encore au début, on a encore fermé, donc nous allons bientôt rouvrir le cadastre minier. Alors, ça, c'est dans quelle région principalement de la RDC? L'activité principale, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le Grand Katanga avec toutes les autres provinces. À l'est, nous avons subi donc le contre-coup. Nous subissons le contre-coup de cette occupation. Et puis, vous avez le Haut-Ouélé qui commence et les autres régions qui sont prometteuses, comme le Bas-Congo, qui est aussi prometteur, Congo central, qui est aussi prometteur. On commence à avoir beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Mais on et dit le que Kasaï aussi. On dit que la RDC, partout il y a des minerais. Ça ne vous intéresse pas? Vous ne grattez pas de ce côté-là? Non, ça nous intéresse. Moi, je dis toujours que le premier problème, en fait, lorsqu'on voit le cadastre minier, nous sommes un service qui délivre. Mais avant de délivrer, il faut avoir l'information. Et l'information, c'est le service géologique national du Congo qui a cette information, ou alors quand vous allez à l'extérieur, vous cherchez des informations. C'est un peu comme quand vous voulez aller demander le visa en Belgique. Vous devez avoir des premières informations et tout ça. Et vous venez à l'ambassade. L'ambassade, c'est un peu comme moi, là, le cadastre minier. Vous venez avec un formulaire, avec des informations que vous avez cherchées. Donc, il est important, avant de venir au cadastre minier, d'avoir des informations. Vous voulez aller où? Est-ce que vous avez déjà des informations là-dessus? Vous avez fait votre recherche bibliothécaire? Et c'est souvent ce qui manquait avant. Et c'est pour ça qu'on a créé le service géologique national du Congo, maintenant qui aide à améliorer la connaissance géologique de terrain et mettre à la disposition du public les informations pour lesquelles ils peuvent venir maintenant demander des carrés miniers. Mais comment est-ce que vous suivez l'évolution de ces titres que vous délivrez? Vous les suivez comment? Vous êtes sur le terrain? J'ai créé, quand je suis arrivé au cadastre minier, la direction des études. Elle n'existait pas avant. Il y avait seulement le côté, la direction technique qui délivrait et tout ça. Donc je disais qu'il faut s'assurer que ce que nous donnons est bien donné et quel est l'impact qu'il y a. Et donc c'est la direction des études pour laquelle nous avons créé. Nous devons communiquer. Donc nous avons aussi commencé à faire assister à des forums et des panels avec les universités pour aussi parler. Donc nous sommes en train de le faire et puis nous avons aussi ce qu'on appelle le cadastre de proximité. Nous avons maintenant des cadastres en province et lesquels sont en contact direct avec les pratiquants et ceux qui sont sur place. Donc ils nous représentent et nous travaillons en symbiose avec tout ça pour faire passer nos messages et nous sommes dans la gestion du domaine minier. Nous accompagnons le ministre dans des présentations de documents ou des réflexions qui sont faites, stratégiques et autres. Mais parfois, il y a certains détenteurs des titres qui passent d'une étape à une autre sans que vous soyez informés. Nous sommes informés parce que nous le voyons. Quand vous passez d'un PR à un PE, vous venez par chez moi. Si vous ne le faites pas, on va le constater sur terrain par les autres services. Donc moi, j'ai pas ce pouvoir coercitif, mais j'ai un pouvoir de contrôle sur papier. Mais là, nous donnons l'information soit à l'inspection générale des mines, soit à la direction des mines qui
qui a cette compétence de vérifier sur terrain Certains ce qui se passe. certains qui ont permis de recherche passent parfois à votre insu à l'exploitation et peut-être vous découvrez un peu plus tard. Non, mais ce n'est pas mon rôle de faire cela. Moi, lorsque je donne le permis, maintenant, c'est comme, encore une fois, c'est la police qui fait le contrôle sur terrain, c'est la direction des mines, c'est la direction, l'inspection générale des mines ou le CMAP, c'est eux qui contrôlent sur terrain. Et avec tous les autres services, que ce soit la police. Donc, à ce moment-là, celui qui fait le contrôle demande si vous avez un permis. Et le permis que nous avons fait aujourd'hui pour éviter justement la fraude et tout ça, nous avons maintenant un permis sécurisé. Nos permis sont des permis qui sont faits par la Banque centrale du Congo et dans laquelle d'ailleurs l'innovation que nous avons mis un QR code. Donc à tout moment, quand vous êtes sur terrain, vous présentez votre permis, la personne peut cliquer là-dessus et puis voir si les informations sont vraies et s'il existe un vrai permis. Donc ça, c'est pour aider déjà les services de mines à mieux contrôler la situation sur terrain. Alors, d'après vos informations, est-ce que les investisseurs se bousculent au portillon? Surtout, est-ce que les majors s'intéressent aux mines du Congo? Il y a, disons, maintenant un frémissement. Depuis un certain temps, on commence à voir que l'intérêt augmente par rapport à le passé où l'esprit c'était Congo is too risky, qui est un pays à risque. Mais maintenant, avec la transition énergétique et tous les minerais critiques, nous voyons maintenant qu'il y a un réel, pas engouement, mais un frémissement là pour l'intérêt du Congo. Les majors qui viennent ou bien ce sont les intermédiaires? Les majors sont déjà là. Cobalt, c'est quand même une compagnie récente, mais qui est quand même à vocation major, qui a pris plus de 2000 km². Donc, autant la surface de la Belgique qui vont faire de la recherche. Il y a BHP qui est là, il y a des grandes compagnies. Nous sommes déjà avec des grands. Et certains étaient partis, comme Freeport McMoran était parti. Mais ça, c'est il y a bien longtemps. Hein. Ça, c'est TFM. Ce n'est pas maintenant. Au contraire, maintenant, ils font partie des groupes qui sont déjà performants. TFM est assez performante, mais aussi ceux qui ont vendu sont aussi ceux qui maintenant, ce sont les Américains qui s'intéressent à la situation du Congo. Alors, l'année passée, vous avez annoncé plus de 30 000 km² de superficie minière récupérée auprès de certains titulaires. Pourquoi est-ce que vous avez opéré cette opération, si je peux dire? Il faut respecter la loi. Si vous ne payez pas vos droits superficiaires, vous ne pouvez pas travailler. Donc, on retire tous ceux qui ne payent pas. C'est une condition pour de la validité du permis. Et donc, si vous ne payez pas, on retire. Et on a constaté qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas payé. Et l'innovation que j'ai faite, je vous ai dit parce que c'est 50% au trésor public et 50% au cadastre minier. Les gens payaient peut-être le CAMI. Et puis le CAMI délivré, alors que de l'autre côté, ils n'ont pas payé. Donc, c'était n'est pas réglementaire, d'après moi, et il fallait payer les 100% avant que je donne. Et donc, ça fait que quand vous n'y arrivez pas, on vous retire le permis. Mais 31 000 km², c'est énorme. Mais vous avez déjà vu la taille du Congo, c'est pas petit. Ce n'est pas énorme. Nous ne connaissons pas encore, dans tout notre grand pays, nous n'avons que 20 ou 25% de connaissances géologiques. Il faut arriver à 100%. Donc 31, c'est peut-être l'espace de la Belgique, mais ce n'est pas grand-chose à l'échelle de la République. Donc 31 000 km², c'est quoi les recettes n'entraient pas totalement dans les caisses du Trésor? Non, c'est une compagnie, et c'est encore une fois, comme je vous dis, il y a un frémissement sur le retour des majors qui veulent. La situation aujourd'hui, c'est le changement climatique, c'est la transition énergétique, et on cherche maintenant des minerais où les trouver. Et donc, les gens veulent faire maintenant de la recherche sur de vastes territoires de la RDC. Quand on dit qu'on est pays solution, ça c'est parce que on a des informations qui datent depuis l'époque coloniale, mais il n'y a pas eu vraiment un grand travail sérieux. Et maintenant, les compagnies peuvent demander un permis de recherche et faire de la recherche pour savoir s'il n'y a pas ou il y a. Donc, alors, les 31 000 km² récupérés, vous les attribuez comment? Vous les réattribuez comment? Mais de la même façon qu'on les attribue. Donc, si quelqu'un vient faire une demande, il n'aura pas les 31 000 carrés, il peut prendre 5 carrés, 10 carrés, 20 carrés. C'est ça. Donc, c'est pas les 31 000 carrés qui repartent. C'est maintenant au bénéfice de la population et des investisseurs.
Vous avez fait ça en prévision de la signature du partenariat stratégique contre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Non. Ça, on l'a fait quand je suis arrivé au cadastre minier. Hein, donc, j'avais déjà bien dit qu'il fallait remettre de l'ordre, assainir notre fichier cadastral. C'est ça que nous avons pu avoir tous ces carrés miniers disponibles. Et donc, maintenant, ceux qui veulent investir ont la possibilité d'investir. Ceux qui gelaient les carrés miniers, qui ne faisaient rien là-dessus ou faisaient d'autres activités, ben, ils les ont perdus. Maintenant, voilà, ici, tu as une grande société qui est là, américaine en plus, et qui veut faire. Donc, c'est une indication que, bon, le pays maintenant intéresse à nouveau les investisseurs plutôt qu'avant ils tournaient la tête en disant que c'était risqué. Mais vous dites c'est une coïncidence Non, c'est pas une coïncidence. L'accord n'est intervenu que l'année passée. Mais moi, je suis là depuis 3 ans, 2 ans et demi. Donc, c'était bien avant que mais c'est l'année passée que vous avez récupéré qu'on a eu cette communication de 31 000 km² récupérés. C'est l'année passée. Non. Je crois que l'année d'avant, c'est l'assainissement du fichier cadastral, ça date depuis 2024. On est en 2025, maintenant on va en 2026. Donc, mais ça n'a pas de, comment dirais-je, c'est 2 choses différentes. Parce qu'on a appris qu'il y a eu des critiques sur cette opération, disant que vous vouliez plutôt mettre à disposition du gouvernement, du régime, ces mines pour que les discussions se fassent rapidement avec les Américains. Non. Le gouvernement, l'État congolais, c'est son patrimoine. Et nous devons le donner selon les règles du pays, selon ce que le code minier le dit. Vous ne respectez pas le code minier, nous allons retirer votre permis, tout simplement. Et bien après, à cause des grandes discussions qu'il y a eu sur le plan international et l'offensive diplomatique du président de la République avec les ministres et tout ça, le pays revient dans sa place de grand major du secteur minier. Donc on écoute, et maintenant avec les minerais critiques que nous possédons, les gens s'intéressent à cela. Et donc, il y a maintenant des gens qui viennent au Congo et disent comment est-ce qu'on peut faire pour avoir vos minerais et tout ça. Donc, c'est une offensive diplomatique, une diplomatie économique que nous avons mise en place et qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Alors, dans les 31 000 km² récupérés, les minerais critiques se trouvent, c'est 10%, 20, 30, 40% dans ces 31 000 km² récupérés. Je comprends pas pourquoi tu fais une fixation avec les 31 000 km. Oui, mais moi, j'ai beaucoup plus que 31 000 quand même. C'est de l'information, c'est ce qui a attiré l'attention des auditeurs. Des 31 000 km² que nous avons récupérés, il y a encore beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que les 31 000 km². C'est le pays entier qui est là. Donc, on a pris seulement ceux qui étaient en défaut, on ajoute à ce qui est existant. Donc, quand on parle des 31 000 km², c'est pas un endroit. C'est par exemple au Congo central, c'est par exemple là-bas. C'est assez éparse. Donc, ma question, c'est où se trouve, est-ce que la proportion des minerais critiques, c'est combien dans ces 31 000 km²? Vous avez pu évaluer 10%, 20, 30%? Monsieur Eric, nous sommes un service qui fait l'enregistrement. Le service qui s'occupe de ça, et pour lequel avec qui nous collaborons, c'est le service géologique national du Congo, qui est fait les explorations sur le territoire de la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de service géologique national du Congo qui a fait cette activité. Et donc, c'est un déficit que nous avons aujourd'hui. Nous manquons de connaissances certaines pour pouvoir attirer le plus des investisseurs. Donc, il faut maintenant beaucoup mettre d'argent dans la géologie, dans la recherche. Et d'ailleurs, sur le plan maintenant, le CAMI, en tant que gestionnaire, propose qu'on ait des fonds, le fonds minier est là, mais un fonds régional, pour qu'au niveau de la région, on puisse faire de la recherche. Quand je dis au niveau de la région, c'est-à-dire tous les pays de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. C'est tous les pays qui sont autour de nous. Si on fait une recherche géologique sur tout ça, ça peut faciliter les problèmes que nous avons avec les problèmes de conflit et d'où provient et tout. Donc ça, ce sont des activités que nous sommes en train de proposer pour aller de l'avant. Et une fois que nous avons une meilleure connaissance géologique, il est beaucoup plus facile pour quelqu'un de venir maintenant prendre des carrés miniers parce qu'il y a la connaissance qui est là et c'est l'intérêt est là. Et là, on peut savoir quel est le minerai qui est là, quel est le minerai qui est là. On n'a pas encore cette connaissance certaine de toutes ces informations. Alors maintenant, actuellement avec
après la signature du deal, si moi je peux appeler ça deal, partenariat stratégique, l'avantage, c'est aux sociétés américaines. S'ils viennent frapper à votre porte, vous dites, tout comme les autres sociétés américaines, les autres attendaient que les Américains... Non. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. On n'a rien changé. Mais dans le deal qui a été fait ou dans l'accord qui a été fait, on a présenté quand même certaines possibilités, certaines situations au gouvernement américain. Mais ce n'est pas que dans le mine. En retour, nous avons aussi demandé, en contrepartie de ce que nous faisons, de ce que nous vous donnons, nous avons aussi des besoins en termes d'énergie, en termes de routes et en termes de beaucoup d'autres activités et surtout en termes de sécurité. Donc c'était un gagnant-gagnant pour lequel nous devons faire. Vous avez récupéré des étrangers, des sujets étrangers, des sujets congolais. Auprès de qui vous avez récupéré c'est des personnes morales, c'est des sociétés, c'est pas des individus. Alors, sociétés mais morales. On ne regarde pas si c'est congolais ou pas. Vous avez respecté la loi ou pas. Et puis c'est tout. Donc moi je ne vois pas derrière qui est la personne. Je ne regarde pas les statuts de la société. La société ici n'a pas payé. La société ici n'est pas en règle, n'a pas commencé ses travaux en déant du délai imparti. Et à ce moment-là, on applique la loi, tout simplement. Une entreprise n'était pas d'accord, Mikuba Mining, oui, qui avait introduit un appel urgent devant le Conseil d'État de la RDC. Après cette décision, dans sa démarche, cette société a affirmé que ses droits de propriété, la sécurité de son investissement et sa liberté d'exercer ses activités ont été violés par ces décisions. Mais quelle a été aujourd'hui la décision finale qu'ils ont reçue de la Cour d'appel? C'est le tribunal qui a tranché. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ils se sont plaints quand même. Vous avez essayé de vérifier. Vous vous plaignez, mais vous n'avez pas gain de cause. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'applique la justice. La décision de la justice. Mais la dernière décision de la justice que nous avons eue, je crois qu'ils ont été déboutés. Donc, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Au départ, quand on regarde, il faut pas trop faire un amalgame. Je veux pas rentrer dans ce dossier-là, mais il faut suivre la justice. La justice a suivi son cours et jusqu'au bout, quelle est la décision finale aujourd'hui? Quand ils se disent qu'ils se plaignent, ils se plaignent. Ils sont partis en justice. Donc vous avez respecté la loi de bout en bout. Mais moi, je ne fais qu'appliquer. Si la justice me dit faites ceci, faites cela, je fais. Donc nous avons des cas où des gens ont contesté cela, mais vous allez en justice. Droit d'office. Vous avez un droit d'office, le ministre n'a pas signé dans le temps, vous allez en justice, on donne. On applique la loi. Alors on a vu... sans sentiment. Mais la loi, c'est la loi. Vous avez signé un partenariat l'année passée avec Cobalt Metals. C'est quel type d'accord? Je ne signe pas de partenariat. La société Cobalt est venue, a fait une demande pour un certain nombre de permis. Ils les ont eus. Ils ont respecté la loi. C'est une société. Elle a un terrain qui est vide. Est-ce qu'elle a un compte en banque? Est-ce qu'elle est établie ici au Congo? Ils l'ont fait, ils l'ont eu. Et cette société n'est pas seulement présente ici chez nous, elle est aussi en Zambie de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent utiliser une nouvelle démarche, celle d'utiliser l'intelligence artificielle en complément de la géologie pour pouvoir voir assez rapidement qu'est-ce qu'il y a au Congo. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, notre territoire n'est pas assez connu. Ils vont essayer de nouvelles méthodes et c'est tout à notre avantage. Alors, parlons précisément du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. Il y a eu ces critiques. Le Congo est en train de brader ses minerais. C'est le cas au niveau des titres que vous délivrez. Vous les faites gratuitement ou ça se passe comment? Mais on ne peut pas le faire gratuitement. La société Cobalt, par exemple, elle a respecté la loi et elle a eu les titres. À ce que je sache, pour le moment, il y a des sociétés américaines qui s'intéressent, mais je n'ai pas encore vu un grand engouement des sociétés américaines. Tout est encore là, rien n'a été bradé. Et on ne peut pas brader, il faut seulement respecter les règles qui sont bien établies. Donc il y a des négociations qui se font, mais encore une fois, vous avez le deal Sicomine, par exemple. Le deal Sicomine, c'était quoi? C'était les routes contre les minerais. Donc, c'est pas un bradage que fait. On essaie d'avoir des situations gagnant-gagnant. Ce qui est important pour nous, c'est de développer le couloir, par exemple, de la SNCC, de faire des routes pour désenclaver l'intérieur du pays.
Mais ça demande des moyens financiers. Donc, si en contrepartie des minerais qu'on le fait, on peut le faire. Bon, ça, on le fait. Donc ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de bradage. Il y a tout simplement ici une volonté de ce que l'on a, utiliser ce qu'on a pour avoir ce que l'on n'a pas. Des barrages, des autres éléments qui manquent au développement de notre structure économique. Donc, on va dire que ce partenariat stratégique sera gagnant-gagnant. La volonté, c'est d'être gagnant-gagnant. On ne vient pas ici, on ne vient pas en termes de quémander comme à l'époque. Nous, ici, nous venons, voilà, nous avons ceci, cela. En contrepartie, est-ce que vous pouvez nous donner ça? Et puis bon, discutons. Let's do a deal. Plusieurs carrés à l'est sont aujourd'hui exploités par les insurgés, la F-23 soutenue par le Rwanda. Ça se passe comment? Et vous avez la possibilité de rendre inopérationnel à distance ces mines? Le gouvernement central, c'est le gouvernement reconnu par les instances internationales. Donc tout ce qui est fait à l'Est, pour nous, c'est considéré comme illégal. Ce sont des zones illégales. Quand on vient nous demander ici quelque chose qui a trait là-bas, nous ne donnons pas ces zones interdites. Donc ce qui se passe sur terrain, pour nous, ce n'est pas légal. Bon, maintenant, ce qui viendra après, on ne sait pas. Mais sur le plan international, nous attirons toujours l'attention de toutes les personnes qui achètent. Savoir la traçabilité du minerai, ça devient d'où, et si ça vient de l'Est, il ne faut pas être partie prenante dans le financement des groupes armés ou de quoi que ce soit. Plusieurs multinationales s'intéressent ou s'intéressent encore à la mine de Rubaya. Aujourd'hui, cette mine occupée par les rebelles. Vous attendez que la sécurité s'établisse. Vous allez faire comment? Comment est-ce que vous allez normaliser la situation dès que la paix revient à l'est du pays? Dans les discussions avec l'Amérique, ils nous ont manifesté l'intérêt pour le minerai qui était là. On nous a dit, il n'y a pas de problème, on peut l'avoir. Vous rétablissez la sécurité, on vous donnera la minerai, on va discuter de comment on peut faire travailler avec vous pour pouvoir non seulement récupérer, mais ensuite la première étape serait, donc nous allons quadriller cet endroit-là et puis faire la première, c'est d'abord la connaissance. Il faut d'abord faire la connaissance, savoir qu'est-ce que c'est sa réserve aujourd'hui pour pouvoir négocier ensuite un partenariat gagnant-gagnant. Mais cette mine appartenait à quelqu'un ou à une société? À Sakima. C'est la société Sakima, la société de l'État congolais. Donc il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir régulariser la situation dès que la paix est rétablie là-bas. C'est à la Sakima, il n'y a pas de problème, c'est à Sakima. Sakima n'a pas vendu, et donc dès qu'elle fera un deal, ce sera légal. Il y a des sociétés chinoises qui occupent plusieurs carrés miniers à l'RDC, en RDC. Avec l'arrivée des Américains, est-ce qu'on va les déposséder de ces carrés miniers au profit des Américains? Non, pourquoi on va le faire? Ils sont là, il n'y a pas de problème, ils sont réguliers. Si vous avez votre maison, quelqu'un d'autre vient, on ne va pas vous le faire. Au contraire, même s'ils viennent aujourd'hui, ils veulent plus. S'ils respectent les lois, il y a de la place, il y a place. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas pour les Américains quoi que ce soit. Je pose la question par rapport à Tekefe Fungorome, oui. Aujourd'hui qui est détenu par CIMOC. À l'époque, avant, c'était les Américains de Freeport qui étaient là, ils sont partis. Aujourd'hui, ils regrettent d'être partis. Mais ils regrettent d'être partis et ils sont aujourd'hui en partenariat avec la RDC. Est-ce que ils ne risquent pas d'avoir des arrangements pour que les Américains reprennent TFM? Dans toutes les discussions qu'on a, il n'est pas question d'aller prendre quelque chose qui est aux Chinois. Les Américains ont bien dit, nous, on ne veut pas avoir affaire avec des histoires, des compagnies chinoises ou des situations où il y a des Chinois là-dedans. Ils l'ont bien dit. Et donc, nous aussi, ça ne nous dérange pas. C'est ça qu'il faut. On ne peut pas aller prendre à quelqu'un quelque chose qui a été déjà donné légalement. Il y aura pas de cette situation-là, ça va passer. Le secteur minier est souvent critiqué, pour un manque de transparence. Quelle garantie concrète le CAMI offre-t-elle aujourd'hui pour assurer un octroi équitable, traçable et non spéculatif des titres miniers? Je vous ai dit que le cadastre minier, il est digitalisé. C'est-à-dire que lorsque vous venez, vous faites votre demande, une fois que c'est enregistré, il n'y a plus moyen de changer ou de faire partir le second ou le premier, parce que tout le système, il est digitalisé. Dans ma vision 25-30,
je voudrais digitaliser complètement le cadastre minier. De telle sorte que si vous êtes en Belgique, si vous êtes ailleurs, vous pouvez en ligne faire la demande. Il n'y a plus nécessairement venir chez nous au guichet. Vous faites la demande, vous payez en ligne, vous aurez toutes les informations en ligne. Ça, c'est une digitalisation. C'est pour montrer que nous sommes prêts à faire la transparence à 100%. Quand c'est digitalisé, il n'y aura pas de problème là-dessus. Nous avons donné, je vous ai dit que nous avons les certificats qui sont donnés, qui sont maintenant faits par papier inviolable, par la Banque centrale. Donc faire des photocopies comme il y avait loin dans la brousse là-bas, ça n'existe plus parce que maintenant, vous pouvez tout de suite avec le QR code voir si c'est valide ou pas. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous avons mis et que nous mettons pour assurer la transparence. Nous avons aussi maintenant ouvert des bureaux, cadastre de proximité en province pour rapprocher les services que nous rendons avec la population qui quelquefois a difficulté à se faire entendre ou à venir voir. Parce qu'il y a une grande partie, c'est une exploitation artisanale et ils n'ont pas toujours cette possibilité de venir à Kinshasa. Maintenant, nous avons des bureaux en Provence, à Kalemi, à Lubumbashi et à Kolwezi, un peu là où on peut donc aller auprès de nos bureaux et avoir les informations. Alors, ça veut dire que vous serez également, en cas d'arbitrage des problèmes entre des sociétés, vous serez capable d'arbitrer des situations de conflit au niveau des terrains ou des territoires. Quand il y a conflit, et là je reprends par rapport au cas de Mikou, c'est pas nous qui tranchons. Vous allez auprès de la justice peut nous appeler en tant que renseignants ou partie prenante, nous donnons les informations. Une fois que la justice tranche, nous nous exécutons, c'est tout. Alors, au-delà de la gestion administrative des titres, quelle est votre vision stratégique pour faire du cadastre minier un véritable outil de planification, de développement et de la souveraineté économique de la RDC? En tant que praticien du secteur minier, la première approche qu'il faut avoir un plan minier. Et nous travaillons et nous proposons et nous militons. Nous avons déjà fait quelques propositions à son Excellence, Monsieur le Ministre des Mines, pour qu'il y ait un plan minier qu'on soit établi. Dans les différents forums où j'insiste beaucoup sur la souveraineté industrielle. Il faut qu'on ait d'abord nos sociétés d'État qui puissent être rétablies dans leur puissance. La Gécamine, par exemple. La Gécamine, la Sakima, la Miba, toutes ces sociétés. Par exemple, aujourd'hui, c'est quand même incongru qu'avec le prix de l'or actuel qui commence caracole à $5,000, la Sokimo n'est pas capable de produire ne serait-ce qu'un kilo, 10 kilos. Donc il faut d'abord réaffirmer notre souveraineté par ce que nous possédons. Et ensuite, militer aussi pour que les autres Congolais aient des facilités. Les facilités ne sont pas souvent au niveau de donner un carré minier, ça c'est le plus facile, c'est pas compliqué. Mais c'est cette capacité à pouvoir ensuite passer à l'activité, de trouver des financements pour faire de la recherche. Donc c'est cette ingénierie, cet écosystème qui accompagne le secteur minier qui nous manque beaucoup. Et c'est ce qui nous fait défaut. On met tout sur le dos du minier, mais il y a l'écosystème qui n'est pas souvent là au rendez-vous. En termes de formation, de capacité, ça manque souvent et ça c'est un grand problème. Donc il faut qu'on puisse avoir un plan minier où, concomitamment à là où on est en train de dorer, on a des personnes qualifiées qui peuvent le faire. L'ingénierie financière nous manque ici pour faire des montages et tout ça, ça nous manque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut non seulement voir déjà aux côtés de l'éducation, préparer aussi les gens parce que les compagnies minières ont besoin d'avoir des gens qui sont capables et qui comprennent le fonctionnement de la bourse, le trading, le négoce des marchés et tout ça sur le plan international. Comment faire, par exemple, pour que la Gécamine reprenne sa puissance d'antan? Ou Sokimo, pardon. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Récapitalisation ou comment? Ça, c'est le politique qui décide, mais moi, je dirais non seulement récapitalisation, mais il faut d'abord permettre à ces compagnies de fonctionner. Donc, la situation dans laquelle aujourd'hui, quand un manager arrive, il faut avoir une position claire et pendant un certain temps, lui permettre de travailler. Aujourd'hui, avec tous ces changements, c'est assez difficile quelquefois de pouvoir commencer à faire un plan. Alors, une question, c'est, on observe une coexistence entre l'artisanat, disons, l'exploitation industrielle et l'artisanat minier en RDC. Comment le CAMI gère parfois les conflits qui surgissent
dans cette situation? Le service qui est habilité pour traiter les problèmes de l'artisanat minier, c'est le service, c'est le CMAP. C'est le CMAP qui est donc le service habilité pour le faire. Et donc, lorsque quelqu'un demande une zone d'exploitation artisanale pour faire l'activité artisanale, on nous interroge et nous regardons sur notre carte de retombe si c'est libre. Si c'est libre, il y a le feu vert pour qu'on puisse établir donc une zone d'exploitation artisanale. Ensuite, c'est le gouverneur et la province qui gèrent le problème de l'artisanat. Ce qui arrive ici, c'est qu'il y a un déficit de zones d'exploitation artisanale. Et il faut donc augmenter le nombre d'endroits où on pourrait avoir les personnes qui puissent travailler là-dedans. Et ça, c'est tout un défi, parce que la première étape, c'est encore une fois la connaissance qu'il faut améliorer et voir si cette zone est intéressante pour les artisanaux. Et ensuite, il faut les organiser en coopérative et tout ça. Donc, ce sont tous les éléments qui sont en train d'être repris. Et il y a d'autres solutions qu'on propose, comme la solution Mutoshi, qui à l'époque chez MAF avait cédé un carré et avait organisé les creuseurs dans ce carré-là, et ils rachetaient le minerai. Donc ce sont des processus ou des procédés que nous essayons de proposer toujours comme nouvelle formule pour gérer ce problème de la coexistence pacifique. Alors, parlons toujours de la RDC. Le secteur minier, c'est le secteur principal pourvoyeur de devises, principal secteur dans le budget de l'État. Mais pourquoi est-ce que ce secteur ne développe pas complètement la RDC? La RDC, pays pauvre, le pays extrêmement pauvre. Pourtant, il y a des minerais importants qui sont exploités ici au Congo. Mais les minerais sont où? C'est dans le sous-sol. Il faut trouver le moyen de le faire sortir, le minerai, sinon ça ne vaut rien du tout. Ou alors, à tout le moins, il faut connaître cela. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut augmenter la connaissance géologique. Plus on connaît ce que l'on a, on a les quantités, on sait ensuite les monétiser. Mais tant que c'est là, ça ne pose pas. Et ici, il faut voir aussi, il faut pas s'aveugler en pensant que ce n'est que le secteur minier. Aujourd'hui, la tonne de cacao ou de café ou la tonne d'autres produits végétaux valent peut-être plus que la tonne de cuivre. Donc, la diversification, elle est importante. Elle doit même être un must. Il ne faut pas qu'on s'aveugle et croire que tout est... on oublie que d'autres secteurs sont aussi pourvoyeurs et peuvent donner autant que le secteur minier qu'il faut aussi développer. On évolue, Monsieur Popol Mavolia, le CAMI a suspendu, il y a quelques mois, l'octroi de nouveaux droits et de titres de recherche. Pourquoi? A suspendu... donc il y a des périodes. Soit il y a engouement, soit on estime qu'à un moment donné, on a besoin de travailler en interne. Et donc, nous fermons le guichet. Donc, l'octroi des nouveaux carrés, nous suspendons. À un moment donné, nous avons vu qu'il y avait eu un afflux et ça ne nous permettait pas de bien travailler. Donc, on a stoppé le nouveau et pour qu'on puisse diminuer la quantité de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est pas une suspension qui est faite comme ça. C'est purement technique et aussi c'est pour mieux servir tout le monde. Je rappelle que notre invité, c'est M. Popol Mavolia, le directeur général du CAMI, le cadastre minier. Monsieur le directeur général, avec vous, nous allons suivre à présent le panier de la ménagère avec Béraud Matanda. Voici l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité cette semaine. Les prix de plusieurs denrées alimentaires de première nécessité ont connu des variations cette semaine sur le marché. Concernant le riz, le sac de 25 kg qui se vendait à 45 000 francs congolais est actuellement proposé à 50 voire 55 000 francs congolais. La mesurette communément appelée Sakombi est passée de 1500 à 1700 voire 1800 francs congolais. Pour les cossettes de manioc, le sac qui coûtait 150 000 francs est passé à 165 000 francs congolais, tandis que celui vendu auparavant à 180 000 francs congolais a atteint aujourd'hui 230 voire 250 000 francs congolais. Le soya est vendu à 22 000 francs congolais contre 20 000 francs congolais la semaine passée. En
revanche, le prix de la mesurette de maïs est resté stable à 2500 francs congolais. Les prix des bananes plantains sont demeurés inchangés. Le tas se vend à 3 000, 5 000 ou 10 000 francs congolais comme la semaine passée. Du côté des légumes, on note une légère hausse. La botte des feuilles de patates douces vendue à 1 500 francs congolais la semaine passée coûte désormais 2 000 francs. La botte des feuilles de manioc se vend entre 2 000, 3 000 et 5 000 francs congolais comme la semaine dernière. L'oseille, quant à elle, reste stable entre 500 et 1 000 francs congolais. Le bidon de 5 litres d'huile de palme, qui coûtait entre 20 000 et 21 000 francs congolais, est actuellement vendu entre 23 et 25 000 francs congolais. L'huile végétale reste stable entre 25 et 30 000 francs congolais cette semaine. Aucune hausse n'a été observée sur les produits surgelés. Le poulet non emballé se vend toujours entre 10 000 et 13 000 francs congolais. Le kilogramme de chinchard coûte 9 000 francs, tandis que celui des côtes s'est négocié entre 12 et 14 000 francs congolais. Le tilapia reste à 8 000 francs le kilo et la viande de bœuf est à 20 000 francs congolais, comme la semaine passée. Cependant, on note une rareté accompagnée d'une hausse du prix des poissons salés. Le carton est passé de 75 à 90 voire 95 dollars américains, tandis que le kilo est passé de 27 à 30 000 francs congolais. Les fruits sont restés stables. La mangue se vend toujours à 500 francs comme la semaine passée et l'ananas à 3 000, 5 000 voire 10 000 francs congolais comme la semaine dernière. Les citrons vendus entre 500, 1000 et 1500 francs congolais n'ont pas connu de changement. Enfin, le prix du sac de braise a fortement augmenté, passant de 45 000 francs, 50 000 francs ou 60 000 francs congolais à 80 000 francs congolais cette semaine. Merci bien, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur Paul Maboulia, quelques questions avant de nous quitter. On parle, nous sommes aujourd'hui au siège du CAMI. Mm-hmm. Sur le boulevard du 30 juin, il y a un immeuble avec des enseignes de CAMI, cadastre minier. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 sièges aujourd'hui? Non, nous n'avons qu'un seul siège. Nous avons 2 bâtiments qui sont à nous. Un que nous venons d'acquérir, c'est celui qui est sur le boulevard, et celui-ci où nous sommes aussi, c'est à nous. Donc nous avons un seul siège. Nous allons déménager dans le bâtiment qui est en train d'être terminé là devant. Donc un des avantages pour nous, c'est de mettre notre équipe, nos collaborateurs dans de bonnes conditions. Ici, comme vous voyez, nous sommes près du marché, et avec tout ce qui se passe comme difficulté que l'on a ici, je crois que mes collaborateurs vont mieux travailler dans un espace qui leur est offert de bonne qualité pour pouvoir fournir de très bons services. Tout le monde partira là-bas ou certains resteront ici? Tout le monde partira là-bas. Il y a assez de place là-bas pour prendre tout le monde. Ici, il y a justement difficulté de travailler parce qu'il n'y a pas assez de place. Le cadastre minier s'étend et il faut avoir beaucoup de place. Au demeurant, le cadastre minier, je vous ai dit, c'est la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, maintenant, c'est là-bas. Et pour le pays, je crois que être sur un boulevard du 30 juin qui est un boulevard mythique et que nous sommes là à la porte d'entrée, c'est déjà un signe que nous montrons que le secteur minier peut aussi se développer et se développe et va aller en s'améliorant. Le déménagement, c'est avant de la fin de cette année? Non, avant de la fin d'année. D'ici 3 mois, nous serons déjà partis d'ici. Dans un immeuble qui vous a coûté les yeux de la tête 20 millions, non, 30 millions de dollars. C'était une bonne affaire. 7,4 millions, je crois. C'était une bonne affaire. 7,4 millions? Oui. Pas 20 c'est millions, ce bâtiment. Non. Ça, c'était des spéculations. Oui, je crois que si vous faites allusion à tout ce qu'on a dit, on est passé par toutes les sauces ici dans ce problème-là pour vérifier à tout moment. Mais nous avons acheté l'immeuble à Sabena. C'est facile de vérifier. Je crois qu'il y a eu une commission rogatoire qui avait été là-bas. Ils ont vérifié. L'inspection générale des finances nous a même félicité. Et donc, tout a été fait dans la règle de l'art. Sur le boulevard, c'était une bonne affaire. C'était une bonne aubaine et nous avons pris l'occasion. Nous avons sauté sur l'occasion. Alors, parlons du social des agents du cadastre minier. Ils sont à l'abri des besoins ou il y a pas de grève ou il y a pas de. Vous avez déjà entendu des grèves depuis que je suis là? Je pense pas. Au début, quand on est arrivé, il y avait eu des petits mouvements, mais depuis lors, il n'y a pas de grève du tout. Vous étouffez les grèves. Non, je n'étouffe pas les grèves. Ils sont très heureux. Mais regardez, si on a pu acheter ce bâtiment, on l'a acheté comment? C'est-à-dire que nous avons augmenté les moyens. Et donc, pour ce faire, quand on augmente les moyens, les agents aussi font partie de l'augmentation de leurs moyens, comme qui dirait. Donc, ils sont dans de bonnes conditions. Nous avons aussi innové. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes les
premiers à avoir changé le système de décompte final. Aujourd'hui, nous avons plutôt fait un arrangement avec la compagnie, une compagnie de la place, je ne peux pas citer le nom, mais pour lequel maintenant les agents savent combien ils auront à la fin du mois. C'est garanti par l'assurance qu'on a pris de l'autre côté et ils peuvent augmenter le taux, la quantité, la somme qu'ils vont recevoir en continuant en épargnant. Et je crois que vous parlez avec le syndicat, c'est une rénovation qui d'ailleurs, à partir de là, j'ai cru comprendre que d'autres services ont commencé. Et je crois que le ministre, son Excellence le ministre de la fonction publique a parlé de cette nouvelle façon de faire les choses que nous avons appliquées ici, pour lequel mes agents sont plus que contents en tout cas. Donc aujourd'hui, pas d'arrêt de salaire, vous êtes à jour. Je suis liquide. Voilà, donc alors Monsieur DG, quelle est votre vision pour le cadastre minier aujourd'hui? Le cadastre minier, service transparent. Comment transparence? Aujourd'hui, on est déjà dans l'intelligence artificielle, on est dans tous ces... Donc, nous devons aussi pousser nos agents à être capables de travailler avec maintenant un système complètement digitalisé. De 2025 à 2030, comme je vous ai dit, nous allons complètement digitaliser notre système. Ça, c'est le plus important parce que ça offre la transparence, la qualité de travail, la sécurité et la rapidité dans les choses. Ça, c'est le cadastre minier pour lequel nous faisons. Le cadastre minier a aussi une direction d'études. Nous allons continuer à réfléchir, à donner des éléments, à participer dans les forums et donner notre point de vue et aider la haute hiérarchie dans tout ce qui se fait là avec des contributions intellectuelles sur les sujets qui concerne le secteur minier. Vous êtes expert dans le secteur minier. Une question que je ne vous ai pas posée, c'est par rapport à la suspension il y a quelques mois de l'exportation du cobalt par la RDC. La RDC avait suspendu l'exportation du cobalt. Certains ont jugé cette décision inefficace, inopérationnelle, parce que d'autres pays producteurs de cobalt continuent à inonder encore le marché avec du cobalt. La stratégie que nous avons eue à l'époque, et là vous revenez à ce que je dis à propos de la souveraineté industrielle. Dans les années 70, il n'y avait que 4 producteurs de cuivre qui étaient ensemble, le Chili, le Pérou, la Zambie et la RDC. Nous nous réunissons à l'époque et nous étions capables de changer ou de dicter le prix du cobalt. C'est ce qu'on appelait notre activité de swing producer. Entre les autres qui produisaient, nous, on était capables de modifier. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de refaire. Nous regardons ce que les autres ont, qu'est-ce que nous, on peut offrir. Or, il y a une surcapacité, il y a une surproduction qui se faisait. Et c'est comme ça que nos prix avaient complètement presque baissé. On a suspendu. Si on n'a pas le contrôle de la situation, rien n'aurait dû changer. Mais si ça a changé, ça veut dire que nous avons une voie. Et donc, c'est cette voie que nous avons récupérée. Et le fait qu'on est bloqué, aujourd'hui, je crois que c'est monté de 21, on est reparti à 50. Ça, c'est à cause de notre suspension. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même effet. Et maintenant, il faut continuer à gérer cet effet. Qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté? Et si il y avait une surcapacité, maintenant, nous avons commencé à réduire cette surcapacité parce qu'on a bloqué le prix. Donc, c'est déjà un avantage pour nous. Maintenant, nous parlons de plus-value. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas traiter tous ces minerais ici sur place? C'est là où maintenant nous disons, il faut commencer à faire la chaîne, pas du début, et puis l'extraction, mais c'est du début jusqu'à la fin. Le conseil cobalt qu'on a mis sur place, tout ça c'est justement pour commencer à faire la plus-value avec le cobalt. Et donc, nous sommes à nouveau un pays qui compte dans le domaine de la production du cobalt. La preuve, c'est que quand on a suspendu, on a vu les prix s'élever. Et maintenant, il faut garder cette position et continuer à gérer. C'est comme ça qu'on a mis des quotas. Alors, peut-être dernière question, Monsieur DG. On parle aujourd'hui de ces minerais critiques qui attirent l'attention du monde entier. Est-ce que la RDC ne devrait pas créer comme ça un ministère des minerais critiques? Parce que bon, là, on se concentrerait sur ces minerais critiques. Est-ce que, comme certains le disent, on devrait créer un ministère des minerais critiques? Est-ce que ce serait une bonne idée? Non, moi je trouve que non. C'est le ministère des Mines, c'est-à-dire tout ce qui est le sous-sol, c'est géré par le ministère des Mines ou le ministère des Hydrocarbures. Maintenant, ça dépend de chaque pays. Il y a des minerais critiques
pour les Américains sont différents des minerais critiques pour d'autres pays. Donc, cette souveraineté, il faut d'abord en faire connaître quand on prend le tableau de Mendeleïev, on regarde tout, qu'est-ce que nous on a, qu'est-ce qui est important pour les pays étrangers et qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, ça se fait très bien avec le ministère des Mines et les autres services, nous collaborons tous là-dessus. Donc, je vois pas pourquoi on devrait encore multiplier un autre ministère qui va être beaucoup plus. Mais par contre, il faut gérer le code minier dans lequel elle dit que ces minéraux critiques feront partie de dispositions particulières sur le mode d'octroi, de vente et d'achat et tout ça. C'est comme ça qu'on a créé la RECOMS et comme ça qu'on a étendu les pouvoirs de l'entreprise générale du cobalt. C'est justement pour gérer tout ce problème des minerais critiques. Ce n'est pas seulement le cobalt, mais je crois que si je me souviens bien, ça a été étendu à d'autres minerais. Et puis il y a le CEC qui est aussi là, qui nous aide avec un contrôle beaucoup plus accru. Eux ont maintenant installé des laboratoires de haute qualité et donc tout ce qui sort aujourd'hui, on peut tout de suite détecter le nombre avec maintenant des statistiques bien précises, la quantité de ce qui peut être critique qui sort maintenant le temps parce que à la frontière maintenant on sait tout contrôler ça avec le CEC. Je rappelle que notre invité, c'était Monsieur Popol Mabolia, le directeur général du CAMI, le cadastre minier. Monsieur le directeur général, merci d'avoir répondu aux questions de Jeux d'économie. Merci Eric. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeux d'économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.